On se propose, dans cette vidéo, de mettre en évidence la radioactivité naturelle des roches et de leurs minéraux, de construire la courbe de désintégration du radon 220, à partir de laquelle on déterminera graphiquement sa demi-vie et sa constante radioactive, et enfin d'aborder le risque radioactif radon en Bretagne. La radioactivité du sous-sol et du sol, appelée rayonnement tellurique, est un phénomène naturel dû à l'instabilité de certains éléments chimiques, issus principalement des chaînes de désintégration de l'uranium-238 et du thorium-232. Leur noyau atomique lourd tend à retrouver une configuration de nucléon stable en se transformant en un nouvel élément radiogénique fils, avec émission d'un rayonnement radioactif énergétique et ionisant. On voit ici la modélisation de la désintégration radioactive par fission nucléaire de l'uranium-236 en barium-141 et krypton-92 avec émission de 3 neutrons. La radioactivité naturelle dépend de la nature minéralogique du sous-sol et donc du sol et est 5 à 20 fois plus élevée dans les massifs granitiques, comme le massif armoricain, que dans les bassins sédimentaires, comme le bassin de Paris. Dans un massif granitique comme celui de Ploumana, les radioéléments uranium-238 et thorium-232 sont présents naturellement en faible quantité, mais se concentrent dans certains minéraux, comme l'uraninite, UO2, la monazite, THPO4, et les zircons, ZrUSiO4. Ces oxydes d'uranium et de thorium ont historiquement servi à Henri Becquerel, physicien français, pour découvrir la radioactivité naturelle en 1896, puis en 1898 à Pierre et Marie Curie, physiciens français, pour isoler le polonium, premier élément radioactif découvert. En 1903, le prix Nobel de physique est attribué conjointement à Henri Becquerel pour la découverte de la radioactivité spontanée et à Pierre et Marie Curie pour leur recherche sur les phénomènes de radiation découverts par le professeur Becquerel. La même année, Marie Curie isole le radium, deuxième élément radioactif découvert, ce qui lui a valu le Nobel de chimie en 1911 pour la découverte du radium et du polonium, pour l'isolation du radium et pour l'étude de cet élément. Leur désintégration émettent des rayonnements ionisants alpha, composés d'atomes d'hélium, ou bêta-, composés d'électrons, qui pénètrent la matière plus ou moins profondément, comme on peut le voir en LPNA sur une lame mince de granit. En effet, en lumière polarisée non analysée, la plupart des sections de mica noir ou biotite possèdent des auréoles noires centrées sur un cristal de zircon, ZrSiO4. Lors de la cristallisation à haute température du zircon, des atomes d'uranium-238 ont remplacé l'ion Si4+, dans le réseau cristallin, puis, piégés dans le réseau du cristal, se désintègrent en thorium-234 en émettant un rayonnement alpha. Ces particules alpha ionisantes brûlent et noircissent le réseau cristallin de la biotite sur environ 50 micromètres autour du cristal de zircon, ce qui modifie le pléochroïsme brun de la biotite. Pour un élément chimique de la classification périodique des éléments, il existe le plus souvent plusieurs isotopes neutres qui possèdent le même nombre Z d'électrons chargés négativement et Z de protons chargés positivement, donc les mêmes propriétés chimiques, mais un nombre différent de N neutrons, ce qui leur confère une masse atomique A égale N plus Z différente et permet leur séparation par un spectromètre de masse. L'ensemble des protons et des neutrons d'un noyau forment les nucléons, qui sont liés entre eux par des forces ou interactions nucléaires fortes. La neutralité électrique de l'atome est assurée par le nuage électronique de Z électrons retenu autour du noyau chargé positivement par des forces électriques. La tendance des noyaux instables à se désintégrer dépend de la cohésion des neutrons et des protons reliés par des liaisons fortes attractives. Les noyaux, dont le rapport N sur Z est voisin de 1, sont stables, mais les noyaux qui possèdent un excès de nucléons, protons ou neutrons, ainsi que certains noyaux lourds, dont le nombre de nucléons devient trop important, sont instables. En effet, l'interaction électrique répulsive proton-proton finit par l'emporter sur l'interaction forte et ces atomes instables se désintègrent spontanément par fission nucléaire pour rejoindre la vallée de la stabilité en donnant naissance à un autre élément qui peut être radioactif ou stable et en émettant une particule énergétique alpha, bêta+, ou bêta-.
À l'état naturel, on trouve 4 chaînes de désintégration radioactive, dont celle de la famille de l'uranium-238 et du thorium-232, qui se terminent toutes par des isotopes stables du plomb, en passant par les gaz radon-222 dans la filiation de l'uranium-238 et radon-220 dans celle du thorium-232. On voit en effet que l'abondance du radon en France se superpose à celle de l'uranium et du thorium, dont ils sont issus par des intégrations alpha. L'uranium-238 et le thorium-232 radioactifs et leurs descendants sont prisonniers du réseau cristallin des minéraux dans lesquels ils se trouvent et ne présentent pas de danger, car leurs rayonnements alpha et bêta sont arrêtés par la matière de la roche qui les héberge. Seuls les radons 222 et 220 sont des gaz radioactifs ionisants inhalables, mutagènes et cancérogènes. En effet, compte tenu de leur demi-vie respective de 3,8 jours et 55 secondes, les gaz radon 222 et 220 ont le temps de migrer depuis le sous-sol où ils sont produits vers l'air extérieur où ils sont inhalés. On peut expérimentalement vérifier la loi exponentielle de décroissance radioactive du radon 220 et déterminer graphiquement sa demi-vie ou période radioactive spécifique, grand T ou T1,5, puis sa constante de désintégration radioactive lambda, qui est reliée à la demi-vie par lambda égale ln de 2 sur T1,5. On utilise pour cela une source naturelle de radioactivité composée de thorium-232 et de ses éléments fils radiogéniques confinés dans une fiole hermétique noire qui recueille le radon 220 qui s'échappe de ses parois. L'activité radioactive de cette fiole à radon est inférieure à 1 becquerel par mètre cube, soit inférieure à 1 désintégration par seconde, ce qui est très inférieur à l'activité ingérée chaque jour par une personne dans son alimentation et qui est composée de 100 becquerels de 14C et de 100 becquerels de 40K. Le radon 220 instable se désintègre en polonium 216 en émettant un atome d'hélium appelé particule alpha ionisante qui se propage dans l'air entre 10 000 et 30 000 km par seconde, mais seulement sur 5 cm, et qui est arrêté par une simple feuille de papier. La fiole scintillante verte est vidée d'une partie de son air et est donc en dépression. Elle est ensuite reliée au générateur de radon par une canule et va aspirer le radon 220 présent dans la fiole génératrice de radon, mais pas le thorium-232 et ses éléments fils radiogéniques et radioactifs solides qui restent fixés dans le film de thorium de la fiole génératrice de radon. On place ensuite rapidement la fiole scintillante, dont le fond est transparent, sur un détecteur à scintillation qui est un compteur de photons, puis on lance rapidement l'acquisition des mesures. La fiole scintillante est recouverte intérieurement d'une couche chimique qui, lorsqu'elle est stimulée par le rayonnement ionisant alpha, va émettre des photons proportionnellement à l'émission alpha émise par le radon en coups par seconde. Ces photons traversent le fond transparent de la fiole scintillante et sont collectés par un photomultiplicateur qui, après conversion en un signal électrique, mesure au cours du temps l'évolution du flux de photons en coups par minute, dont celle proportionnelle des particules alpha. On voit que la quantité de radon 220 initialement présente dans la fiole scintillante diminue rapidement de façon exponentielle. Au bout de 55 secondes, elle est de 50% de la quantité initiale. Au bout de 110 secondes, de 75%, soit de 50% de celle à 55 secondes, et ainsi de suite, jusqu'à environ 550 secondes, soit 9,16 minutes, où il ne reste pratiquement plus de radon 220. On comprend ainsi que la désintégration du radon 220 se fait à vitesse constante et que toutes les 55 secondes, la moitié des éléments pairs se désintègrent en polonium 216. Après la disparition du radon 220, les émissions alpha aléatoires observées sont celles du polonium 216 radiogénique, puis celles du bismuth 212 contenu dans la fiole scintillante. Un isotope radioactif, comme le radon 220, est donc défini par sa demi-vie T1,5 spécifique ou période grand T et par sa constante de désintégration ou constante radioactive notée lambda également spécifique. En effet, la demi-vie T1,5 et la constante radioactive lambda, qui sont spécifiques de l'isotope radioactif, sont reliées par la relation T1,5 égale ln de 2 sur lambda ou lambda égale ln de 2 sur T1,5.
La demi-vie T1,5 exprimée en secondes est le temps au bout duquel la moitié des éléments instables radioactifs pairs présents se sont désintégrés. Elle se détermine graphiquement quand la quantité de radon 220 est de la moitié de celle présente initialement, soit 220 Rn0 sur 2. La constante de désintégration ou constante radioactive, notée lambda, et exprimée en secondes moins 1, détermine la vitesse de décroissance de la radioactivité. C'est la probabilité de désintégration du radon 220, soit la proportion des noyaux de radon 220 qui se désintègrent par unité de temps. Pour le radon 220, on trouve graphiquement que sa demi-vie T1,5 est de 55 secondes et que sa constante radioactive lambda est de 0,0125 secondes moins 1. On voit bien que le radon est un isotope de très courte durée de vie, qui disparaît en quelques minutes, mais qui est en permanence produit par les désintégrations de la chaîne de filiation du thorium-232, et qu'en quelques minutes, il peut quitter le sol et le sous-sol et être inhalé. Par contre, avec une aussi courte durée de vie, le radon 220 ne peut pas être utilisé pour dater les objets géologiques des roches, comme leurs minéraux et leurs fossiles, vieux de plusieurs milliers, millions, voire milliards d'années. La carte de l'abondance en radon des communes de France est disponible en ligne sur le site de l'IRNS, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. On y voit que la teneur en radon est élevée en Bretagne, et notamment dans le Finistère, avec une moyenne de 144 becquerels par mètre cube, soit 144 désintégrations par seconde et par mètre cube de roche ou de sol, ce qui est bien inférieur à la valeur maximale de 1000 becquerels par mètre cube à ne pas dépasser, ce qui a été le cas, sauf pour 0,5% des 12 640 mesures effectuées. L'émission dans l'atmosphère du radon 220 ainsi que sa concentration vont dépendre des conditions météorologiques et des propriétés du sol, notamment de sa porosité et de sa richesse en thorium-232. Dans les lieux fermés, la concentration de radon va dépendre des matériaux de construction et de la ventilation des locaux. La particule alpha n'est pas dangereuse, car les rayonnements alpha sont facilement arrêtés par une feuille de papier et donc par les couches externes de l'épiderme. Par contre, l'exposition interne par inhalation est contaminante et peut provoquer des ionisations mutagènes au niveau de l'ADN, du tissu pulmonaire et des cancers. On estime la mortalité par le radon entre 1000 et 2000 morts par an en France, ce qui justifie son dosage dans les zones à risque par des dosimètres à radon, comme celui qui a été installé dans une de nos salles de cours. Lorsque la concentration en radon est élevée, surtout en hiver avec le chauffage, il faut éliminer le radon de la maison en favorisant le renouvellement de l'air intérieur et en limitant les exercices physiques.